Donc, justement, notre but n'est pas de reprendre l'organisation de la République des sports. Ça a été fait notamment par Jean-François Loutcher et Christian Vivier. Donc, nous, on va s'attarder sur les conceptions pédagogiques éducatives antérieures proposées par De Rett. C'est-à-dire qu'il a proposé de la littérature grise, c'est-à-dire non publiée, sans ISBN aux enseignants. Et c'est plus des articles dans la revue EPS. Donc ça nous permet de penser d'une manière très très claire que c'est vraiment un concepteur de l'éducation physique et c'est un penseur de l'éducation en général. Alors qu'il est très souvent réduit à la partie République des sports. Bon, d'abord, nous voulons corriger une erreur courante chez les étudiants. C'est à propos d'un article connu, qui est celui de éducation physique et sport, que tout le monde appelle la gym de grand-père est morte. C'est celui-ci. Alors que c'est un effet de mise en page. Le titre de l'article, c'est le livret d'éducation physique, le livre d'éducation physique. Il présente deux. Alors, dedans, il y a une seule fois le mot sport qui est cité dans l'article, et il est cité pour citer la revue Éducation physique et sport. Donc, ce n'est absolument pas le courant sportif dont on va parler. Vous voyez les deux photos qui présentent à deux endroits différents. Donc, il dit que certains sont les grands-pères de ceux qui sont sur la jetée, là, ici. Et vous voyez que sur la jetée, on n'est pas dans le milieu sportif, là. On est vraiment sur de la méthode Hébert, et donc il n'y a pas de sport. Donc, pour confirmer mes dires ici, le sommaire de la revue EPS dans lequel paraît cet article, c'est bien Jacques De Rett, le livre d'éducation physique. Donc, on va organiser la communication autour de 3 temps. Donc, les finalités objectives poursuivies par Jacques De Rett, le dossier technique qui était l'objectif de présentation des articles de De Rett, des premiers articles de De Rett dans la revue EPS. Et puis, donc, le fameux truc bleu que vous voyez ici, aspect et problème de l'éducation physique, que De Rett a diffusé à l'ensemble de la profession uniquement par la revue EPS. Alors, ici, vous voyez que sur la gauche, vous avez un premier petit encart qui semble qui est publié en disant que Jacques De Rett propose un livre donc qu'on peut commander chez lui sur la méthode d'éducation physique. Donc, entre le mois de juillet 1959 et le mois de novembre 1959, il y a un premier bilan. Il y a 703 livres vendus, 256 lettres de messages qui sont parvenus, et puis des questionnaires qui sont rentrés. Donc, dans ce petit livre que De Rett met en place, il annonce un livre 2, mais ce livre 2, on n'a jamais trouvé. Donc, est-ce qu'il existe vraiment? Ça, on n'en sait strictement rien. Le but de ce livre qu'il propose est de dire que l'éducation physique n'est absolument pas à sa place chez les enseignants d'éducation physique. Donc, et qu'il faut arriver à produire des savoirs en éducation physique, et que ces savoirs doivent être notamment, peuvent se retrouver dans un dossier technique qui suivra l'élève de la 6e jusqu'à la terminale. Donc, quel est le but de l'éducation physique? C'est relativement simple pour Jacques De Rett, c'est la santé. Pour lui, la santé est l'aspect numéro 1 du travail. Et il l'explique que sans la santé, de toute façon, on n'aura pas de formation intellectuelle, on n'aura pas de formation morale, on ne pourra pas vivre dans la société. Il ne donne pas de définition de la santé, mais la définition de la santé qu'on peut découvrir dans ses publications correspond tout à fait à la définition de la santé de 1947, c'est-à-dire que c'est un état de bien-être complet, de bien-être physique, mental et social. Ce qui le différencie totalement de la définition de la santé
qu'on peut voir, bon, peut-être un petit peu caricatural dans la méthode, les tenants de la méthode suédoise et néo-suédoise. Donc pour lui, si on veut arriver à travailler sur la santé de l'élève, il faut connaître l'élève. Donc il propose énormément de questionnaires donc, aux élèves. Donc vous voyez ici un questionnaire sur son régime alimentaire. À côté, vous avez un questionnaire sur les conditions de repos, les vacances, le loisir, le travail. Ce serait impossible de faire ça actuellement. Puisque vous voyez, si vous voyez ici, donc ce que la personne prend au petit déjeuner, au goûter, au dîner. Vous avez ici, est-ce qu'il dort bien, est-ce qu'il s'endort, ses conditions de travail, y compris intellectuelles, est-ce qu'il a une salle, est-ce qu'il a un bureau pour travailler, est-ce que ses parents peuvent l'aider, etc. Donc, il prend l'exemple, et tous ces questionnaires-là sont les questionnaires d'un élève de 3e. Il fait des tableaux avec situation de famille, situation sociale, régime alimentaire, repos, vacances, loisirs, etc. C'est ce que vous voyez à droite. Et il explique que l'exercice de notre profession est inséparable des problèmes de la vie de tous les jours, des problèmes sociaux, économiques et politiques. Et donc, il veut savoir si les enfants ont une vie équilibrée. Ça, c'est le premier thème fondamental de Jacques Derrette. Actuellement, si on veut parler de ça, on retrouve toutes les thématiques de l'éducation nationale sur le bien-être. On peut aller sur ce qui est sur l'estime de soi ou le sentiment d'efficacité personnelle de Bandura. Il se serait tout à fait bien retrouvé dans ces conceptions actuelles. Le deuxième élément fondamental dans les publications de Derrette, c'est le rôle du professeur d'éducation physique. Et vous voyez qu'il publie un certain nombre de choses. Le professeur lui-même sur l'allure extérieure, il doit se mêler aux autres, discuter avec les autres, ne pas glorifier le muscle, se mêler à la vie de l'établissement, au niveau de l'enseignement, bien faire son travail, surtout le faire connaître, le défendre. Et il va dire que les enseignants doivent être des militants de l'éducation physique. À savoir qu'il recommande aux enseignants de participer au conseil de classe, de faire partie, comme lui-même depuis plusieurs années, du conseil d'administration du lycée. Vous voyez qu'il y a une rubrique qui s'appelle, tout en haut du document, « Faire son trou dans la maison », proposer pour être reconnu de participer à l'amicale des profs, faire des leçons de PS aux collègues, aux enfants des collègues, organiser des fêtes sportives. Il va organiser avec un de ses collègues un des premiers cross d'établissement, en intégrant les enseignants, les autres enseignants du lycée de Calais, faire des clubs sportifs ici, des clubs de jeunes, et puis faire, alors que les profs coordonnateurs d'éducation physique, c'est un texte, c'est une circulaire de 62, il est déjà à dire que le prof de PS doit avoir des contacts avec l'extérieur, la presse locale, la municipalité, notamment pour les installations, etc. Il propose d'adresser aux familles une lettre circulaire où on leur expose clairement, scientifiquement, pas trop longuement, les véritables buts de l'éducation physique. Propose une fiche de liaison avec les familles en demandant les commentaires des collègues. Et là, cette partie-là, j'ai retrouvé quasiment tous les éléments des missions de l'enseignant de 97 et de 2013. Alors dans le tome 2, sur le tome 1, il annonce toutes les rubriques du tome 1 et du tome 2. Dans le tome 2, il y avait un chapitre qui était, on n'a jamais trouvé, qui est intitulé « Usage de la caméra en EPS ». Et on est en 1959. Bon, il manque juste par rapport à ça, parler une langue étrangère, mais bon, on a toutes les missions de l'enseignant qui ont déjà été définies par Derrette à cette époque-là. Il propose donc un dossier technique. Donc, ce dossier technique, il a deux versions. Une version chemise, donc c'est ce qui est à gauche de l'écran,
qui va changer en faisant un premier livre d'éducation physique pour les 6e, 5e. Nous, on va plutôt s'attacher au dossier technique première version en vous montrant des extraits. Donc, dedans, on a des plus ou moins des chemises qui sont proposées. Apprends à te connaître ta valeur physique, surveille ta santé, surveille ta croissance. C'est toujours mis sous une forme impérative pour que l'élève se sente concerné. L'élève est pris dans toutes ses dimensions, à savoir que, comme vous pouvez le voir sur les 2 citations que j'ai mis à droite ici, l'effort demandé est conscient puisque la coopération de chacun est nécessaire. La participation de l'intelligence et du raisonnement sont indispensables à la réussite de l'élève. On parle d'éducation physique. Et la deuxième, donc, l'éducation physique telle que nous l'avons définie comporte une participation active et prépondérante de l'intelligence. Il me semble que c'est les discours qu'on entend actuellement. L'homme est un tout, etc. Donc vous avez ça. Et c'est pour cette raison-là qu'il dit d'une manière claire que la gym de grand-père est morte. Parce qu'en EPS, on a des savoirs à apprendre. Donc il peut proposer dans son dossier technique des fiches sur la relaxation, sur la respiration, sur les déviations de colonne vertébrale, parce qu'il faut que les élèves apprennent des choses théoriques. Et donc, c'est à l'élève d'agir avec l'aide de l'enseignant, puisque le professeur peut proposer d'autres chemises, mais l'élève va insérer tout au long de sa vie un certain nombre de choses. L'élève, il veut un élève formé, compétent et responsable pour la vie. Donc, à titre informatif, j'ai trouvé que l'échauffement, c'était absolument extraordinaire. Vous voyez, dans le le premier paragraphe, l'échauffement libre est le premier pas vers l'entraînement personnel libre. Actuellement, on dirait vers l'autonomie, hein, pour parler un peu plus 21e siècle. Au Collège de Calais, les premières minutes de chaque leçon sont laissées à la discrétion de chacun, la préparation libre de l'effort, etc. Nous donnons des règles générales, des moyens de pratique. La participation écrite de l'élève se fait sous forme d'une recherche. Hein. Ça, c'est bien le dossier technique de 1960 qu'il propose. Et donc, c'est vraiment une responsabilisation qui est donnée à l'élève. À titre indicatif, il y a une chemise qui s'appelle « Réfléchis d'abord ». Donc, il va proposer, alors là j'ai été quand même un peu scotché, une évaluation formative circonstanciée, une évaluation terminale moderne. Alors, là dans cette partie-là, il cite, donc à partir d'une analyse critique des performances, enfin des critiques de la valeur physique, tant du point de vue des performances que des qualités physiques, donc que l'élève rentre dans son dossier technique. Je cite, l'élève envisage l'avenir, c'est-à-dire les progrès possibles. Il se définit ainsi lui-même sous notre contrôle ses objectifs. Cette partie est rédigée en rouge pour qu'elle soit bien visible. Et il donne un exemple précis des élèves faibles en force. L'élève doit inscrire les formes de travail, les quantités de travail prévues, celles effectuées, les durées prévues, réelles, ainsi que les temps de repos. C'est quand même surprenant à cette époque-là. Pour l'évaluation terminale, elle est construite à partir d'une note de travail, je cite, c'est-à-dire la note qu'il a obtenue dans les épreuves de démonstration ou d'interrogation écrite, qui compte pour 10 points, le total des points obtenus en performance et le classement dans le premier trimestre. Donc on est déjà sur une évaluation multicritériée. Il envisage des compositions écrites car il faut introduire la notion de travail, c'est ce qu'il dit, et il met dans son premier document de 59 une composition qu'il avait donnée à une élève de terminale, enfin un élève de terminale, en lui demandant les acquis de sa scolarité, et il la publie. Donc maintenant, on va passer à la partie suivante. Merci. Donc ici, dans cette troisième partie, l'objet, c'est de questionner ici Jacques Derrette en tant que visionnaire oublié. En effet, j'ai mis ici donc dans l'introduction, c'est l'introduction de la revue EPS qui pose très clairement, donc en 1960, une idée qui va guider d'ailleurs l'œuvre de Jacques Derrette, c'est-à-dire l'avant-gardisme. L'avant-gardisme,
autour notamment donc d'une ambition, c'est de secouer un petit peu ce microcosme traditionnel conservateur de l'éducation physique et de repenser cette éducation physique, de redonner un sens à cette éducation physique qui est soulignée ici donc en jaune sur le document. L'éducation physique doit tenir dans la nation une place plus grande et qu'elle n'a actuellement pas. Cette idée exprime surtout un rejet. Le rejet de cette idée, c'est celui de l'évaluation, le rejet de la classification, le rejet des performances. On voit ici qu'il y a un rejet de la tradition de l'éducation physique, notamment néo-suédoise de Pierre Serin, et aussi un rejet donc, du progrès que représente le sport, notamment incarné par Maurice Herzog. On s'aperçoit par conséquent que notre posture ici sera de questionner le sens de l'éducation physique, sous l'angle notamment des idées de Jacques Derrette. Alors est-ce que ce sont des idées nouvelles? Est-ce que ce sont ici donc des idées donc, recréées, repensées? Finalement, la question qui nous a guidés, Jean-Jacques et moi, c'est plutôt pourquoi la liberté, le fair play, le self-government qu'on associe volontiers au sport ne serait-il pas associé désormais à cette éducation physique sous l'angle de l'idée et de l'œuvre de Jacques Derrette? C'est une véritable posture, une réflexion nouvelle qu'on essaie d'engager, une intuition qui nous oblige ici à comprendre d'ailleurs le sens du combat de Jacques Derrette, c'est-à-dire être un visionnaire. Être un visionnaire, l'avant-gardisme toujours, où il œuvre d'ailleurs seul et contre tous. D'ailleurs, il le précise dans ce document de 1962. Il faut donc toujours se débrouiller seul et cela prend du temps. En fait, on s'aperçoit au fur et à mesure de la lecture des archives de Jacques Derrette, c'est la notion du temps qui met donc toujours en avant. Il est pris en étau d'ailleurs dans un bouillonnement d'idées des années fin des années 50, début des années 60, ici, où il pose véritablement un problème. Comment doit-il se positionner face ici à une guerre donc, qui est menée d'ailleurs par Jean-François Brisson, le journaliste sportif ici du Figaro, qui pose finalement donc, le sens du sport comme un véritable appel au patriotisme français après la honte des JO de Rome, et face à Jean Le Boulge qui lui exclut toute forme d'éducation physique réflexive. C'est ici que les idées de Jacques Derrette prennent une forme de troisième voie, c'est-à-dire de recontextualiser le sens même de l'éducation physique dans une France qu'il appelle ici actuelle. En effet, il décrit d'ailleurs un contexte qui est, à mon avis, très juste, c'est celui notamment de fixer des objectifs éducatifs par rapport aux moyens qu'a la France ou qu'elle a donc, notamment sur le plan des infrastructures à la fin des années 50, début des années 60. C'est une France qui est en pleine mutation industrielle et qui entraîne aussi un premier point de discorde pour Jacques Derrette. En effet, il fait le constat que faire entrer ces idées, certes dans la réalité actuelle, pose un véritable problème sans moyens. C'est une vision qui finalement engage un deuxième problème. Quel message éducatif ici transmettre? Là encore, Jacques Derrette fait un constat très lucide. Si l'on ne peut guère compter sur des influences importantes, ces idées seront peu audibles, malgré le soutien des collègues enseignants, à la vue des commandes effectuées que nous avons vues donc précédemment. Dans un deuxième temps, ici, dans un deuxième point, nous nous attacherons finalement à replacer le sens ici du message éducatif de l'éducation physique sous l'œuvre de Jacques Derrette, c'est-à-dire de permettre à cette éducation physique d'avoir sa vraie place dans le monde moderne. Le monde moderne est vraiment la thématique qui va guider l'œuvre de Jacques Derrette, ses idées. C'est-à-dire finalement de ne pas surestimer la place de la France à l'échelle internationale, c'est-à-dire véritablement combattre l'idéologie gaullienne qui est en train de se mettre en place, ce qui implique finalement de replacer l'acteur qui est l'enfant, ici en tant qu'acteur majeur, et surtout de replacer l'acteur qui on oublie de plus en plus, qui est l'enseignant en tant que relais d'une société. C'est-à-dire finalement, on s'aperçoit que cet acteur qui est l'enfant comme l'enseignant, ce sont des individus avides de connaissances et pour un progrès continu. C'est-à-dire que cette éducation physique sans moyens, sans infrastructure, ou malgré les grands efforts qu'il y a donc des plans quinquennaux, s'avère peu efficace. Donc il faut repenser cette éducation physique pour une meilleure efficacité, c'est-à-dire d'entreprendre toujours une phase de reconquête de cette France à l'échelle donc internationale, mais avec les moyens dont elle dispose. Ce qui veut dire que c'est une véritable incitation à se contenter de ce que l'on a pour construire une modernité, cette fois-ci toujours dans un temps long. C'est une vision finalement de Jacques Derrette qui est complètement déconsidérée des enjeux politiques, de pouvoir, de domination.
C'est-à-dire qu'il propose une voie ici sur une France de la modernité à partir d'un héritage, d'une tradition qui est celui du savoir-faire éducatif. C'est-à-dire finalement ce savoir-faire éducatif doit s'adapter à une situation réelle et sans véritable orientation idéologique ou donc propagandiste, qui est le sport. Cet enjeu finalement pose le problème de l'inscription dans le débat public. C'est-à-dire qu'il faut encourager notamment, il faut encourager ici à l'information. Le principal enjeu de Jacques Derrette à partir de 1960, c'est d'informer, de susciter. Susciter quoi? Le débat public. C'est-à-dire placer l'éducation physique comme enjeu de société dans cette France en pleine mutation industrielle, dans cette mutation où conquérir une place à nouveau à l'échelle internationale ou plutôt accepter une forme de régression internationale. Ce qui replace plutôt, c'est le message éducatif de l'éducation physique, c'est-à-dire redonner une utilité à cette éducation physique. Cette utilité, une utilité sociale, une utilité humaine, c'est-à-dire replacer l'individu ici dans une approche plus collective. Comment construit-on un collectif? C'est un petit peu ce qu'incite comme questionnement Jacques Derrette. Il le place notamment, ce sens collectif, sur l'appellation donc gens. Les gens ici, pour lui, c'est l'ensemble des individus, les enfants, les familles, qu'il insiste particulièrement, les enseignants, l'administration, etc. Donc, ils forment un tout. Jacques Derrette instaure donc une pédagogie de la non-exclusion face au sport, face à l'éducation physique traditionnelle. Ces gens, selon lui, le soutiennent, l'aident, le réclament d'ailleurs, tel que justement donc, ses collègues et les commandes qui sont faites. C'est une véritable incitation au dialogue que met en place Jacques Derrette, c'est-à-dire instaurer finalement une vraie place de l'enseignant en tant que relais auprès des enfants, auprès des familles, auprès aussi de l'administration. Dans un dernier temps, finalement, c'est une véritable pédagogie méthodique et planifiée qui est mise en place, c'est-à-dire préparatoire ici à cette modernité souhaitée et exprimée. Il montre clairement que cette éducation physique ne doit pas être ici au milieu de diverses influences ou manipulations selon les contextes, selon les traditions, c'est-à-dire que l'éducation physique doit être efficace. On veut obtenir des résultats concrets. Il s'agit ici d'avoir une vision finalement à long terme, et ne pas subir le court terme, c'est-à-dire finalement donc les classements internationaux ou la course finalement idéologique avec ses différents courants. Ça veut dire que finalement cette éducation physique doit se dégager des méthodes autoritaires ou imposées qui n'ont jamais été rentables en éducation physique comme dans les autres domaines. Allons plus loin, Jacques Derrette dans son message n'hésite pas finalement à inciter la France à faire sa mutation plutôt intellectuelle, c'est-à-dire de replacer l'éducation physique comme une discipline qui n'est pas dépassée, au contraire, qui ne peut pas être délaissée non plus par sa jeunesse. Au contraire, il doit surtout replacer cette éducation physique avec le terme « éduquer ». Éduquer, ce n'est pas notamment donc de s'inscrire ou de voir ou dans le sens de mimétisme, de reprendre tout ce qui brille à la télé, notamment donc par les résultats sportifs, surtout avec les JO de Rome. N'oublions pas donc qu'ils sont pour la première fois retransmis à la télé. Donc, il y a 5 propositions donc, qui sont faites ici par Jacques Derrette. Donc, pour faire assez simple, je vais les résumer. Donc, la première proposition, c'est de revoir les méthodes traditionnelles en fonction de la vie moderne, ce qui pose finalement la question du choix politique des gouvernants et du sens de la modernité. La deuxième proposition qui est faite, c'est de repenser les théories classiques en fonction de l'évolution scientifique, c'est-à-dire de s'adapter au rythme d'apprentissage ici dont l'enfant. On est en 1960. Ne pas s'enfermer non plus dans la technique pour la technique, c'est-à-dire de fixer un objectif à chaque apprentissage et en définir son utilité sociale et humaine pour l'individu, pour l'enfant. Donc il n'y a pas de classification donc, par âge. Communiquer pour lui dans cette 4e temps est important pour se perfectionner, pour réussir, pour ne pas se limiter. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas de limite, bien au contraire. Et le dernier temps, finalement, c'est fixer des objectifs éducatifs en éducation physique sur le savoir apprendre, la construction de l'élève qui nécessite finalement une collaboration renforcée entre la recherche théorique, ce qui est quand même assez nouveau, et en même temps le terrain pour une véritable formation des enseignants, c'est-à-dire une formation au service du public, au service finalement d'un esprit critique et d'un esprit civique. Donc en guise de conclusion, nous pouvons voir ici donc, le schéma qui a été donc, proposé donc, par Jacques Derrette.
Ce schéma est issu notamment donc, de son voyage au Canada donc, après 1965, qui a eu finalement un effet ici donc, important pour conforter ses intuitions. Conforter ses intuitions notamment dans sa volonté de modifier le système éducatif français. On s'aperçoit rapidement que des mots-clés ici sont présentés dans cet article de 1969 avec une connotation très moderne, voire avant-gardiste, où il y a une efficacité qui est mise en avant, c'est-à-dire une méthodologie qui est employée, qui est finalement donc, très proche du management en ressources humaines. Alors je m'explique. On s'aperçoit ici qu'il met en avant des préconisations sur l'action éducative à partir d'un public ciblé, identifié, c'est la jeunesse actuelle. 7 points ici sont à promouvoir, notamment à partir de blocs de compétences. Indépendance, sérieux, valeur du diplôme, l'exigence et enfin la vie donc collective. Ici, il demande que chaque bloc soit réfléchi par la recherche théorique, puis appliqué sur le terrain par des expérimentations pédagogiques. Et ces expérimentations pédagogiques sont la République des sports. Et seront ensuite théorisées, donc par la suite, retravaillées par la recherche universitaire pour garantir finalement donc, un apport continu et une forme de progrès, de modernité pour une meilleure formation des enseignants. Finalement, ces enseignants, ce sont des relais d'expérience qui permettront ainsi une insertion réussie dans le monde moderne, qui est là, donc cette modernité qui est réclamée par la France, c'est-à-dire une citoyenneté en acte. Cette expérience ici proposée crée d'ailleurs une entreprise pédagogique moderne, utilisant d'ailleurs des méthodes de production du monde économique. Ça, c'est véritablement l'apport du voyage canadien, avec un produit destiné aux consommateurs. Il n'hésite pas d'ailleurs à parler de consommateurs, qui sont en fait les élèves, à partir d'une meilleure information, d'une meilleure orientation et surtout d'une spécialisation. Ainsi, on peut voir finalement que c'est une citoyenneté qui est mise en avant, mais qui dépasse la seule éducation physique, c'est-à-dire vers l'interdisciplinarité, telle donc prônée d'ailleurs aujourd'hui dans les derniers textes. Alors comme nous sommes un peu taquins avec Jean-Jacques, on vous a mis ici donc, ce tableau de 1969 avec les objectifs éducatifs. On s'aperçoit que le premier objectif éducatif nous fait, on va dire, très fortement rappeler donc, les IO de 1986. À partir des IO de 1986, le deuxième temps donc, contribué, ce seront plutôt les programmes de 2015 et de 2019. Nous sommes toujours d'ailleurs en 1969. Le troisième temps, ce sont les lois de 1989, 2005 et 2013. Le quatrième temps, donc préparer ici l'individu, c'est le fameux CLAPC. Et le dernier temps, donc donner le goût, notamment l'habitude et les moyens, c'est le programme de 1997 et 2000 donc, et suivant. On s'aperçoit qu'ici, finalement, cet avant-gardisme de Jacques Derrès depuis 1959 s'appuie toujours sur un souci d'efficacité, où l'éducation est toujours au centre d'une adaptation à un modèle économique, un modèle social nouveau, celui de la France en mutation, mais qui finalement donc, se désintéresse complètement de l'appareil politique et idéologique tel qu'il l'affirme et qu'il le retranscrit dans ses communications. Donc je vous incite à faire comme les enseignants donc, de PS en 1960, c'est-à-dire donc, à partir d'une utopie, donc, finalement, donc, d'essayer cette utopie, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est le vivre ensemble. Je vous remercie.